Bonjour à tous les deux. Merci d'être venus nous rendre visite pour la sortie de votre série documentaire Le Monde et sa propriété, qui est diffusée sur Arte donc le 13 décembre. Je vais vous présenter très succinctement. Gérard Mordillat, tu es cinéaste, romancier. Tu as réalisé d'innombrables films que je ne pourrais pas tous citer malheureusement, dont Les Vivants et les Morts, Corpus Christi, Mélancolie ouvrière notamment, et beaucoup d'autres. Et Christophe Clerc, tu es avocat, fondateur de l'association des amis de Jean-Baptiste Botul, qui avait donné du fil à retordre à un certain Bernard-Henri Lévy il y a quelques années. Et tu as publié un rapport notamment pour l'Organisation internationale du travail sur les modes de gouvernement d'entreprises dans le monde. Ma première question, elle est très simple. Enfin, en apparence, elle n'est peut-être pas si simple que ça en réalité. Qu'est-ce que c'est que la propriété? Est-ce que vous pourriez, l'un comme l'autre, définir en quelques phrases ce que vous mettez derrière ce terme en tout cas? Non, c'est-à-dire que tu peux développer. Je peux développer la raison pour laquelle on ne peut pas définir comme ça la propriété, parce que justement tout l'objet de ce travail, c'est de dire que ce qu'on appelle propriété est une forme singulière d'un phénomène très large qui est le rapport d'appropriation, qui est universel, mais qui prend tellement de formes qu'on ne peut pas le définir en quelques phrases. Au fond, il y a partout quelque chose du « c'est à moi »,« c'est le mien ». Ça existe partout. Dès qu'on rentre dans les détails, en Mésopotamie, à Rome, en Grèce, en Afrique, en Chine, en fait, on va trouver une multitude de formes d'appropriation. Et le terme de propriété est très trompeur parce que dès lors qu'on applique le terme de propriété à tous ces rapports d'appropriation, spontanément ce qu'on fait, c'est qu'on emmène avec nous tout notre bagage culturel, français, européen, de droit romain, etc. Et on essaye de l'appliquer à cette variété. Évidemment, ça ne marche pas bien. Et donc, on ne comprend pas. Voilà. Alors, en revanche, si on veut définir toutes les modalités d'appropriation, là, il va falloir y passer du temps. Alors, on va vous suggérer de regarder la série. Puis le livre qui viendra, ça donnera plein d'indices. Mais on ne va pas le faire comme ça en 2 minutes. C'est-à-dire que la propriété a des propriétés. Ça, oui, on peut les analyser, on peut les comprendre, on peut en faire l'inventaire. Elle a une grammaire, et c'est très important parce que la propriété est une façon de dire, d'écrire et de structurer le monde comme une grammaire, mais elle n'a pas de propriétaire. Chacun d'entre nous, chaque pays, chaque culture, chaque continent a sa forme d'appropriation du terme lui-même, propriété. Et donc, la série que nous avons réalisée, le livre que nous sommes en train d'écrire, parcourt ce territoire qui est en réalité un territoire immense. Et surtout, il faut bien insister là-dessus, c'est que dès qu'on parle de propriété, on parle de tous les éléments de notre vie, que ce soit notre corps, notre intelligence, la terre, l'air, enfin, tout ça. La propriété est, à nos yeux, le meilleur outil et vraisemblablement la meilleure arme pour comprendre le monde dans lequel nous sommes. Tu as déjà en partie répondu à ma deuxième question, mais je vais quand même la poser. Ce qui rend votre documentaire d'actualité, c'est que la propriété, elle est partout aujourd'hui. Tout devient propriété, notre corps, le vivant en général, nos données personnelles. En quoi est-ce que ce phénomène-là, ce qu'on pourrait appeler une forme de marchandisation du monde, est problématique selon vous? Alors, si on prend la grille de lecture de la propriété, cette marchandisation du monde passe effectivement par l'invention du concept de propriété marchande. On va dire qu'il y a des formes de propriété. À toutes les époques, toutes les formes de propriété existent. Mais à certaines époques, il y a des formes de propriété ou de rapports d'appropriation qui sont dominants. Et au XIXe siècle, c'est la forme marchande de la propriété qui va émerger et qui aujourd'hui est dominante. Et cette forme marchande, elle ne sert qu'à une chose, au fond, c'est à permettre le fonctionnement du marché. Le fonctionnement du marché suppose qu'on puisse acheter et vendre librement sans se préoccuper de personne. Alors que les formes antérieures des rapports d'appropriation, propriété qu'on peut appeler traditionnelle ou statutaire, ces formes-là, en fait, étaient enserrées dans des relations sociales qui faisaient qu'on ne pouvait pas aussi facilement acheter, vendre, détruire. Ce n'était pas possible. C'était plus compliqué. Ce n'était pas impossible, mais c'était plus compliqué. Et donc, cette création de la propriété marchande a permis le développement du capitalisme libéral avec ses avantages et ses inconvénients, aujourd'hui surtout ses inconvénients, mais c'était quand même une évolution par rapport à la féodalité, c'est sûr. Et ce que ça a permis de faire, c'est d'étendre ce mécanisme qui marchait si bien pour les objets de tous les jours qu'on a pu l'étendre à la propriété intellectuelle, on a pu l'étendre à la nature, on a pu l'étendre à tous les domaines. Et là, on a effectivement un problème, c'est que
au fond, être propriétaire des produits de la pensée, ça pose des tas de problèmes. Être propriétaire du vivant, ça pose des tas de problèmes. Être propriétaire de la nature, des ressources naturelles dans la période actuelle, évidemment, pose des tas de problèmes. Et donc cette propriété marchande qui a pu correspondre à un moment du développement historique, aujourd'hui, en fait, n'est simplement plus adaptée au temps dans lequel on est. Enfin, elle est plus adaptée, c'est certain, mais elle est archi-dominante. Parce que cette propriété marchande, si on pense à un point qu'on n'a pas pu aborder dans la série, mais qui me paraît très important, qui est la propriété de l'espace, qui est un des grands enjeux du monde qui vient. Parce que c'est un territoire apparemment vierge, mais qui représente sur le plan économique, stratégique, militaire, politique, un enjeu fondamental. Et Elon Musk, par exemple, a l'intention de s'approprier l'espace, de privatiser l'espace. Donc on voit bien que cette propriété marchande, c'est aujourd'hui celle que nous devons combattre avec la dernière énergie. Parce que quand Lomfeld parle d'anthropocène, il est bien gentil, mais ce qui détruit l'espèce humaine et ce qui met en péril même notre existence, ce n'est pas l'être humain, c'est le capitalisme. Et c'est pour ça que nous parlons plus volontiers de capitalocène, c'est-à-dire que cette dernière ère de l'humanité sera l'ère qui aura été marquée par le capitalisme et qui l'aura conduit, et j'espère ne pas être prophète en disant ça, à sa destruction. J'ai pas bien entendu le mot. Tu as dit capital obscène, oui. C'est ça? Le capital obscène, d'accord, j'ai bien compris. On parle beaucoup d'inégalités en ce moment, à tel point que c'est même devenu un thème à la mode, mais on parle très peu de propriété. Or, évidemment, il y a un lien étroit entre ces deux problèmes. S'il y a autant d'inégalités économiques, c'est bien que le patrimoine est extraordinairement mal réparti entre les individus. Comment est-ce que vous expliquez que ce thème de la propriété soit presque absent du débat public ? Et comment y remédier ? Eh bien, comment y remédier en faisant des travaux tels que nous les faisons et en essayant de sensibiliser l'ensemble des responsables politiques, des responsables syndicaux, mais aussi des responsables médiatiques à cette question qui est la question centrale. Parce que on ne peut pas éviter de penser la propriété. Si on l'évite, on parle dans le vide d'une certaine manière. Et ça a été, par exemple, l'occasion d'un débat avec un ami à nous qui est Frédéric Lordon, où, à notre grand étonnement, c'était dans son livre sur une redéfinition du communisme, il n'y avait rien sur la question de la propriété. Et donc, ce vide-là, ce manque-là, est quelque chose que nous devons nourrir plutôt le plus possible afin que notre réflexion, justement, avance pour remettre en cause la situation dans laquelle nous sommes. Alors, bon, bien entendu, il y a la discussion qui vient immédiatement, qui vient de la façon dont Marx combattait la propriété. Il ne combattait pas la propriété individuelle de la personne qui possède une paire de chaussures, mais l'appropriation des moyens de production. Or, cette critique de l'appropriation des moyens de production, aujourd'hui, est quasiment absente du débat public. Oui, alors je m'empresse d'ajouter sur le livre de Frédéric Lordon que malgré tout, c'est un très bon livre. Hein, donc, je précise que voilà, si vous ne l'avez pas lu, n'hésitez pas à le lire. C'est une contribution importante. On peut ne pas être d'accord avec beaucoup de choses qu'il propose, mais en tout cas, c'est une contribution, me semble-t-il, importante au débat. Et c'est tout à fait lisible. Je signale, parce que parfois, certains diraient que c'est un peu compliqué à dire. Non, là, il est vraiment très, très lisible. Le problème du débat sur la propriété, la raison pour laquelle, au fond, il a été quasiment impossible ces dernières décennies, c'est qu'on s'est laissé piéger dans une dichotomie absurde et qu'évoquait finalement en filigrane Gérard. C'était quand on voulait parler de propriété, les gens vous disaient, bon, c'est pas compliqué, la propriété, de toute façon, elle est là, ça marche. Alors vous êtes contre ? Alors vous êtes contre. Alors comment ça marche, une société sans propriété? Alors certains pouvaient dire, on peut imaginer que dans des tribus d'Amazonie, il n'y avait pas beaucoup de propriété. Mais les gens vous disaient, bon, c'est très gentil. Alors là, on n'est plus en Amazonie, on n'est pas une tribu. Et donc aujourd'hui, ça ne marche pas.
Donc bon, fin du débat, quoi. Voilà, la propriété est une évidence, il n'y a rien à proposer d'autre, et donc pourquoi en parler? Voilà. Alors ce que justement on essaye de montrer, c'est que non, en fait, il y a 1000 façons de parler de la propriété, et que le débat ne s'épuise absolument pas dans cette fausse dichotomie qui permet d'évacuer le problème, et du coup d'être propriétariste sans le dire. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le mot de propriétarisme revient aujourd'hui à la mode. Mais il y a 10 ans, il y a 20 ans, on ne parlait pas de propriétarisme, de l'idéologie propriétariste, de l'idéologie du propriétaire. C'est un mot qui existe depuis le 19e siècle, mais il avait été évacué. Alors certains l'ont remis au goût du jour. Thomas Piketty, par exemple, il en parle, c'est très bien, il a participé de façon importante à remettre ça au goût du jour. Et c'est un auteur à cet égard, et d'ailleurs à beaucoup d'égards, très important. Mais la meilleure des idéologies, au fond, c'est une idéologie qui n'a pas de nom. Parce qu'on l'applique et puis on ne peut pas la contester puisqu'elle n'est pas identifiée. Et donc le propriétarisme dont le terme avait disparu ne pouvait plus être contesté en tant que tel. On pouvait contester le capitalisme libéral, mais pas le propriétarisme qui en était le fondement. Voilà, donc l'idée, c'est de remettre sur le devant de la scène ce qui, au fond, est au cœur du capitalisme libéral. Alors, l'un des intérêts de votre documentaire, vous en avez un peu parlé, c'est d'offrir une sorte de tour d'horizon mondial de ce qu'est la propriété. Et on apprend que ce concept n'a rien d'universel, qui s'enracine dans un territoire. Et qu'en Afrique, par exemple, on n'y met pas du tout le même contenu. Pareil en Amérique latine. En quoi est-ce que c'était important pour vous de ne pas vous limiter à une vision qu'on pourrait dire occidentalo-centrée, finalement, de la propriété ? C'était essentiel. Enfin, c'est un point de vue que, personnellement, j'ai toujours développé dans les séries que j'ai réalisées. Il est important de faire entendre des voix. Et d'ailleurs, de ne pas rester à une discussion franco-française qui serait peut-être intéressante, mais parfaitement limitée. Là, ça nous permet de réfléchir au niveau du monde. Et le seul échec qu'on ait eu dans le tournage de ce film, c'est malheureusement avec un chercheur japonais. C'était important pour nous d'avoir, disons, une vision très orientale de la pensée sur la propriété. Et bon, ça n'a pas du tout fonctionné. On se demande encore pourquoi, d'ailleurs, parce qu'on avait pris toutes les précautions pour que ça fonctionne. Ça n'a pas fonctionné. Bon, tant pis. Mais c'est important, justement, de faire se confronter non seulement des langues, mais aussi des pensées et des cultures différentes. Et c'est fait partie de notre travail de cinéaste aussi, de faire entendre. Enfin, on tenait beaucoup, c'est juste un peu une note de bas de page que je fais, mais qui est importante. Ça m'a, en revoyant le film, je me disais, à ne pas étouffer la voix d'origine sous la voix de traduction, de faire entendre aussi comment parlent réellement les chercheuses et les chercheurs, parce que la voix fait partie de la manière d'exprimer une pensée. Donc il fallait qu'il y ait ça, et ce concert des voix est essentiel pour la compréhension même de la problématique. Parce que notre ambition, c'est évidemment pas de donner une conclusion définitive sur ce que seraient là ou les propriétés, etc. Non, c'est de bien mettre en lumière l'ensemble de la problématique. Pourquoi ? Tout simplement pour faire une chose qui ne se fait pas ordinairement à la télévision, qui est de rendre au public son esprit critique. À partir de cette problématique, chacun d'entre nous, chacun d'entre vous est capable de réfléchir à ces questions, d'y formuler ses propres réponses sans avoir un directeur de conscience ou quelqu'un qui explique ça. Donc, c'est d'autant plus facile si ça vient de différents continents, de différentes cultures, de différentes voix. Kako, qui parle, qui d'une certaine manière devient l'incarnation de l'Afrique, pense la propriété dans des termes absolument et radicalement différents je ne sais pas, même de Michael Xipharas ou d'un Américain. Ça n'a rien à voir. Et donc, c'est important aussi de donner des visages et d'incarner ces questions et de ne pas rester... Déjà, cet épisode est particulièrement théorique. Et donc, il faut qu'il y ait quelque chose qui appartienne au cinéma, qu'il y ait des personnages. Et ça fera partie du plaisir de la série quand vous regarderez.
les autres, de les voir réapparaître comme on voit réapparaître dans un feuilleton, eh bien, à nouveau le personnage qui nous intéresse. Donc je crois que c'était très important d'avoir ce côté très le plus large possible, quoi, le plus large possible. Alors, on était bridé aussi, malheureusement, par le fait que nous ne pouvions faire que 4 épisodes. Et donc, on n'a pas pu avoir, comme dans des séries précédentes, de 25 ou 30 intervenants, parce qu'on aurait pu, ça pourrait être intéressant aussi, de voir comment des économistes musulmans pensent ces questions-là au regard de leur tradition, au regard du poids de la religion dans ces sociétés, etc. Bien entendu, avoir plus d'Asiatiques et peut-être aussi plus d'Africains. Mais voilà, d'avoir cette chose la plus large possible. Ce plus large, eh bien, vous l'aurez, vous, de votre propre initiative, après avoir vu ces films, d'aller chercher ailleurs ce qui se dit et ce qui se dit différemment. Tu veux ajouter quelque chose? Oui, alors je suis d'accord. Et c'est très intéressant de voir les autres modes de pensée en soi. Et puis c'est aussi intéressant parce que ça permet de comprendre la singularité de la façon dont en France on comprend la propriété. Et c'est très singulier parce qu'on est un des pays du monde qui l'a le plus sacralisé. C'est la tradition de la Révolution française, mais ça a irrigué 2 siècles de pensée française, et ça l'a irrigué notamment, enfin, non seulement pour ceux qui étaient pour une propriété absolue, pour une propriété marchande, mais ça a aussi imprégné ceux qui étaient contre, et qui se sont donc battus contre un objet sacralisé. Et ça a structuré le débat pendant très longtemps, alors que dans d'autres pays, ça s'est déroulé de façon tout à fait différente, parfois de façon plus pragmatique, parfois le débat n'a pas eu lieu. Bon. Mais ce n'était pas comme chez nous. Nous, il y avait un objet sacré, et finalement, on s'est battu autour de cet objet sacré. Voilà, donc c'est toujours intéressant de regarder ailleurs, parce que tout d'un coup, ça nous saute à la figure, alors qu'autrement, comme on baigne dedans, on ne le voit pas, en fait. Oui. L'exemple que cite Eva von Rodecker, qui indique que les États-Unis ne font pas mention de la propriété dans leur Bill of Rights, c'est extraordinaire parce que s'il y a un pays où la propriété brille en lettres d'or sur tous les frontons, c'est bien les États-Unis. Or, ça a été évacué de la Déclaration fondamentale tout simplement parce qu'il y avait le problème de l'esclavage. Et donc, ça mettait en porte-à-faux toute une partie des États-Unis qui vivaient de la propriété d'esclaves. Donc, il ne fallait pas, en pointant cette question, susciter une opposition radicale à cette déclaration fondamentale. Et puis il y avait ce qu'elle cite aussi, le fait que, bien sûr, les terres des Amérindiens étaient accaparées dans le sang. Donc voilà. Et on ne pouvait écarter la propriété, ça allait de soi, et il ne fallait surtout pas la citer. Mais tu parles d'esclavage, et justement c'est l'un des aspects, je trouve, à la fois les plus polémiques et les plus passionnants de la série documentaire. C'est quand vous abordez les relations souterraines qui existent entre esclavage et salariat. Alors c'est pas dans le premier volet, ça vient dans le deuxième. Alors bien sûr, vous ne dites jamais qu'on peut mettre un signe égal entre les deux. Esclavage n'est pas égal à salariat. Néanmoins, il y a quand même des correspondances entre ces deux réalités. Est-ce que vous pourriez développer ? Le terme qu'utilise la chercheuse colombienne est très juste. Elle dit qu'il y a un continuum. Donc il y a quelque chose qui relie l'esclavage au travail salarié. Alors évidemment, fort heureusement, les salariés ne sont pas des esclaves tels qu'étaient les esclaves dans les temps anciens, mais il y a quelque chose qui appartient à l'esclavage, ne serait-ce que dans les liens de subordination. Et donc, et sur le fait que, tout simplement, ce que l'on vend n'est pas uniquement sa force de travail, c'est aussi, bien entendu, soi, dans l'activité que l'on a, son intelligence, son talent, etc. Donc, bien sûr, ce n'est pas la même chose, mais on peut comprendre que ce lien, aussi ténu soit-il, nous rattache à cette pratique
on ne peut plus archaïque et terrifiante. Et c'est vrai que dans le continuum, quand on fait l'étude sur la longue durée de l'esclavage, on se rend compte que l'esclavage, en fait, c'est le mode normal des relations sociales de l'humanité depuis l'origine des temps. On vit dans une bulle extraordinaire où l'esclavage, le vrai esclavage, l'esclavage dur, enfin, n'existe plus ou quasiment plus de façon que très résiduelle dans le monde. C'est assez exceptionnel. Mais ce qui a toujours existé, c'est l'esclavage et toutes les formes de travail forcé. Et dans ce continuum, on a l'esclavage, on a le travail forcé, après on a des modes de salariat, il suffit de regarder le Qatar, voilà, où on est quelque part entre le travail forcé et l'esclavage, ou parfois entre le travail forcé et le salariat, enfin on est sur ce continuum-là, et ça n'a certainement pas disparu. En revanche, c'est vrai que la forme la plus dure, bon, elle est aujourd'hui bannie, elle est pourchassée, elle existe encore, hein. On estime qu'il y a encore 30 ou 40 millions d'esclaves dans le monde. Donc c'est pas... Ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien. Alors c'est vrai que 40 millions, c'est moins de 1%. Hein. Voilà, donc 40 millions, c'est énorme, et puis moins de 1%, on voit bien que c'est quand même beaucoup régressé. Et pour donner un exemple de chiffre, au moment de l'esclavage dans les Antilles, dans les Antilles françaises, c'était 80% de la population qui était esclave. Alors, dans votre série de documentaires, vous abordez la théorie des communs qui tente de construire une alternative à la propriété privée. Est-ce que vous pourriez nous dire l'un et l'autre ce que sont les communs finalement, est-ce que vous en attendez, ce que vous espérez de cette théorie, de ce mouvement? Alors, il y a une définition des communs qui aujourd'hui est assez acceptée. Hein. C'est au fond une communauté autour d'une ressource qui s'auto-organise avec des règles pour une bonne gestion de ses ressources. Donc de ce point de vue-là, on a un projet collectif qui est un rapport d'appropriation, puisqu'il y a des gens de la collectivité des communs et puis des gens qui sont en dehors. Donc c'est pas qu'on est en dehors du spectre du rapport d'appropriation et donc de la propriété au sens large. Mais c'est vrai que ce n'est pas de la propriété marchande. Et ça, c'est très intéressant. Et il y a des expériences partout dans le monde qui sont fascinantes, qui marchent très bien, d'autres qui marchent moins bien. Enfin, il se passe des choses, voilà. Après, la complexité des communs, c'est comment on passe à l'échelle. Voilà. Est-ce que c'est un modèle qui va permettre de traiter de la question des océans? Voilà, ça, c'est pas évident, parce que là, on tombe vraiment plutôt dans le droit international public, et on voit bien que le modèle des communs tel qu'il est vécu par ceux qui le proposent, ceux qui se battent pour ça, voilà, on passe pas d'un niveau à l'autre comme ça. Oui, la question de l'échelle est celle qui est la plus terrible, mais il faut ajouter aussi que les communs, c'est une société aussi qui s'organise en se donnant des règles. C'est pas une société, je dirais, anarchiste où chacun... Non, il y a des règles qui sont établies entre les uns et les autres, que ça suppose un respect de ces règles et donc une attitude personnelle avec, je crois, une morale assez forte pour ne pas les transgresser. Et que ce fonctionnement-là suppose un engagement personnel qui est vraisemblablement très supérieur à l'engagement que peut être celui d'un salarié dans une entreprise. C'est quelque chose qui met la vie des uns et des autres en jeu. Alors, ces communs portent en eux une idée évidemment très généreuse et un espoir assez important. Et c'est vrai que sur quoi bute-t-on? On bute dès qu'on passe au niveau international sur la falaise absolument immense du capitalisme, parce que tout ce qui est de l'ordre d'une gestion commune ou de biens communs est évidemment combattu par l'actuel néolibéralisme qui domine le monde, où la propriété privée individuelle, etc., paraît comme le modèle idéal de ce que doit être la place des individus dans les sociétés. Et donc, le commun suppose aussi, ça suppose, même si le terme aujourd'hui n'est pas heureux, mais il y a forcément dans le commun une idée de communisme. Alors pas le communisme stalinien ou de Pol Pot ou maoïste, etc., mais l'idée qu'on retrouve et qui est particulièrement chère à mon cœur dans
le grand opposant à Luther au moment de la réforme allemande, Thomas Punzer, qui serait mort sous la torture en disant « toutes choses sont communes ». Eh bien, c'est cette idée-là qui fonctionne encore dans les communs, et c'est vrai que c'est actuellement une discussion très importante entre les juristes, les économistes, etc. Combien de temps ça mettra pour arriver à un stade où réellement ça sera une chose opérante dans le monde, bien malin qui peut le dire, mais c'est vrai, c'est une perspective avec le danger qui existe toujours que ce mouvement extrêmement généreux et extrêmement intelligent soit récupéré par le capitalisme sous une forme ou sous une autre. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même l'impression que toutes ces initiatives, que ce soit les monnaies locales, le copyleft, etc., aussi intéressantes et généreuses soient-elles, butent, comme tu le dis, contre l'Himalaya du capital. Ça paraît assez dérisoire face aux forces de l'argent, aux entreprises, etc. Est-ce que, justement, il ne faut pas absolument penser le changement d'échelle dont tu parles Oui, enfin le changement d'échelle, je ne vais pas être très optimiste parce que le changement d'échelle pour un tel bouleversement de le fonctionnement d'une société suppose à tout le moins une révolution et plus certainement une guerre. Le capitalisme est toujours sorti de ces crises par la guerre. Et jamais par une réflexion morale, intellectuelle, décidant que ce n'était plus possible, comme ça, etc. etc. Et c'est vrai que c'est là aussi une limite, je dirais, intellectuelle au commun, c'est que pour que ça advienne, il faut un événement suffisamment bouleversant et violent pour que l'on puisse changer. Quand on a tourné Travail, Salaire, Profit, nous avons tourné avec Galbraith, qui était le fils du célèbre Galbraith, et qui avait la particularité d'enseigner au Texas et en Chine. Donc vraiment deux choses très opposées. Et quand on a abordé la question de la crise climatique, de la crise environnementale, au déjeuner, parce que ça ne faisait pas partie de notre préoccupation pour le film, en lui disant, mais quand même, la place des États-Unis est terrible dans cette histoire, etc. Et il nous a fait cette réponse incroyable. Il a dit, oh, pour que quelque chose change aux États-Unis, ce qui serait bien, c'est qu'il y ait 66 millions de morts d'un coup. Enfin, quelque chose qui, au fond, fasse prendre conscience des enjeux qui sont là. Pourquoi a-t-il dit 66 millions? J'en sais rien. Peut-être parce que dans l'Apocalypse, le chiffre de la bête, c'est 666. Il a enlevé un 6 par modestie. Mais c'est un cinquième de la population américaine, oui. C'est ça, quelque chose comme ça. Oui. Et donc, voilà, tout ça pour dire que pour les communs, eh bien, il faudrait un événement aussi violent et aussi général pour que l'on puisse faire ça. Mais il faut commencer, ce qui est en train de se faire en ce moment, c'est aussi réfléchir comment un tel système autre que le capitalisme tel que nous le connaissons peut fonctionner. Alors, Elinor Ostrom, qui a eu le prix Nobel d'économie pour ses travaux, a beaucoup réfléchi sur ces questions-là et beaucoup insisté sur le fait des règles à se donner entre soi pour que ça puisse fonctionner, pour que ce soit un fonctionnement réellement démocratique. C'est toute la difficulté. Tu voulais ajouter quelque chose? Oui. Peut-être pour dire aussi que c'est vrai qu'on n'a pas la solution, mais c'est vrai pour toutes les idéologies, c'est pas vrai que pour les communs, évidemment. C'est pas une critique spécifique aux communs. Une approche des communs qui est intéressante, et je ne sais pas si vous les avez reçues, mais c'est celle qui est développée par Dardot et Laval, qui ont écrit un très bel ouvrage sur les communs. Si vous n'avez pas eu l'occasion de le lire, alors c'est assez dense, mais c'est remarquable. Et ils voient les communs comme une pratique instituante, c'est-à-dire, au fond, c'est plus un projet qu'un objet. C'est un mode de mobilisation aussi. Et donc, ça, c'est très important parce qu'on ne sait pas comment faire une grande révolution, mais enfin, déjà, toutes les mobilisations sont bonnes. Et les communs font partie de ça. Et alors, Dardot et Laval développent ça très, très bien. Et donc, voilà, je vous invite
à regarder ce qu'ils disent ou regarder leurs conférences parce qu'ils l'expliquent très bien et ils ont fait un très gros travail là-dessus. Ils ont vraiment participé, contribué à la réflexion sur le sujet. Alors, dans le documentaire, il est beaucoup question d'écologie aussi. Tu parlais tout à l'heure de ce qui menace la survie de l'espèce. Est-ce qu'on pourra résoudre cette crise écologique majeure sans remettre en cause la propriété privée, finalement? C'est une question simple. Tu as, Oui, les questions simples, c'est pour moi. C'est les questions compliquées. Alors, moi, je pense que, au fond, la définition, j'allais dire, classique de la propriété marchande, elle utilise la terminologie latine, vous savez, usus, fructus, abusus, le droit d'usage, le droit de percevoir les fruits, donc les dividendes, les loyers, etc. Et puis l'abusus, c'est deux choses, c'est le droit d'acheter et de vendre, et puis c'est le droit de détruire. Ça, c'est le mot qu'a donné abus, mais bon, dans le sens technique, ça veut vraiment dire acheter, vendre ou détruire. C'est pas d'ailleurs la propriété des Romains, hein, c'est du latin, mais enfin c'est du latin de cuisine que les juristes qui aiment bien le latin de cuisine ont réinventé à partir du Moyen-Âge et ont développé sous Napoléon. Et au fond, dans cette propriété marchande de l'usus, fructus, abusus, vous voyez, ça fait très bien. Moi, j'aime bien, je suis un juriste, j'aime bien faire des citations. Par exemple, je vais vous dire une citation. Nemo plus juris in alium transfere potest quam ipse habet. Vous voyez, là, tout de suite, vous dites, ah là, il sait beaucoup de choses. En fait, ce que je vous ai dit, c'est en latin de cuisine, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Vous voyez, si je vous le dis comme ça, vous dites, bon, c'est pas la peine de venir ce soir, quoi. Si c'est pour qu'ils nous disent ça, c'est quand même... bon. Alors, bon, il ne faut pas se laisser abuser par ce latin de cuisine dont raffolent les juristes. Moi, j'aime beaucoup, ça m'amuse, mais bon, c'est vraiment avec du recul. Et donc, tout ça pour dire que la propriété dont on a besoin, c'est une propriété qu'on pourrait définir comme une propriété écologique, tout simplement, mais qui aurait comme caractéristique qu'on lui retirerait un des éléments de l'abusus. C'est-à-dire qu'on dirait que c'est une propriété qu'on ne peut pas détruire. Alors voilà, vous pouvez être propriétaire d'une forêt, mais vous n'avez pas le droit de la brûler. Vous pouvez être propriétaire d'un lac, mais vous ne pouvez pas empêcher tous les poissons. Voilà. Et donc, ce concept-là peut aider. Alors, évidemment, un concept nouveau de propriété, ça ne résout pas le problème, parce qu'il faut après le faire appliquer, il faut des inspecteurs, il faut tout un appareil. Hein. On est bien conscient que la simple règle de droit en soi n'est rien du tout. C'est une représentation collectivement partagée. Après, pour en faire quelque chose d'obligatoire, il faut beaucoup plus. Mais si on se met sur notre niveau modeste, qui est notre objet d'étude de la propriété, si on dit qu'est-ce qu'il faut changer dans la propriété pour avancer, une des choses à faire, hein, alors il y en a beaucoup, mais une des choses à faire, ça peut être de définir formellement une forme de propriété écologique qui interdit la destruction de l'objet dont on est propriétaire. Non, je suis absolument d'accord avec ça. C'est-à-dire que c'est de refaire passer au premier rang de nos préoccupations la propriété d'existence. C'est celle qui est la plus forte et celle qui, pour le coup, effectivement, est inviolable et sacrée. Or, cette propriété d'existence, elle est combattue violemment par le système économique à l'intérieur duquel nous vivons. Il y a toujours une dualité dans la propriété. Hein. C'est à la fois, comme tu le dis, c'est une forme d'émancipation et aussi évidemment d'appropriation. C'est ça ce que vous montrez très très bien dans ce documentaire. Est-ce qu'on peut peut-être, pour terminer, est-ce qu'on peut imaginer une société totalement débarrassée de la propriété privée, ou bien est-ce qu'il y aura toujours des formes de propriété à préserver, quitte à les réinventer? Est-ce que vous en pensez là comme l'autre? Alors pour moi, ça revient un petit peu à ce que je disais au début. On ne se débarrassera jamais du rapport d'appropriation. Alors on peut l'appeler propriété, on peut l'appeler propriété privée, on peut l'appeler de toutes les façons qu'on veut. De toute façon, ça sera toujours là parce que, voilà, je vais cueillir une pomme, vous vous approchez, vous voulez prendre ma pomme, non, je ne vais pas vous laisser faire. Voilà, j'ai construit un objet, vous voulez le prendre, non, je ne vous laisserai pas faire. Donc ça, je crois que ça ne changera pas. Ou alors vraiment à très longue échéance. Après, le problème, c'est plutôt, effectivement, et là on revient aux conceptions marxistes et aux grands débats qui sont nés au XIXe siècle, même au-delà de Marx, sur la propriété des moyens de production. Et là, effectivement, et la propriété des ressources épuisables à titre écologique. Et là, effectivement, on peut passer sur des formes d'appropriation qui sont très différentes, qui ne ressemblent beaucoup moins à la propriété au sens classique, qui restent des rapports d'appropriation avec des règles collectives qui supposent un engagement, mais qui à la fin ne doivent pas reposer, parce que c'est le problème des communs, c'est que ça repose quand même beaucoup sur une mobilisation des gens, les nouveaux communs, pas les communs traditionnels, mais ça repose sur une mobilisation presque militante. Il faut transformer cette mobilisation militante en des pratiques qui sont en fait des pratiques normales, ancrées et qui sont donc sanctionnées par l'État, par des règles, voilà, tout un appareil qui fait que c'est pour tout le monde et c'est pas simplement pour les militants.
Un des regrets que nous avons dans cette série, c'est qu'à partir du moment où nous étions contraints de faire 4 épisodes, nous avons choisi ce que nous avons fait et nous avons mis de côté un épisode qui, à mon avis, serait essentiel, qui est la question de l'héritage. Parce que c'est la question de la propriété qui, à la fois, unit de façon assez incroyable, disons, les plus précaires aux plus riches. L'idée de l'héritage, c'est quelque chose si profondément ancré dans les individus de notre société que c'est très difficile à remettre en cause. Alors qu'on sait bien que l'héritage tel qu'il se pratique aujourd'hui est un des éléments de ces fameuses inégalités que vous dénonciez tout à l'heure. Parce que, bien entendu, quand on voit un couple qui transmet à ses enfants le peu qu'ils ont gagné toute une vie, bien entendu, ce n'est pas un grand bouleversement. Mais dans l'héritage des entreprises, des grandes fortunes, etc., c'est là qu'on voit comment l'accumulation de biens, l'accumulation de capital, etc., devient une roue infernale qui sépare alors la société de façon cruelle. Moi, je crois que c'est une des grandes questions à poser à la propriété, c'est comment faire un héritage, enfin, le concept d'héritage, comment le faire évoluer pour que ce qui se transmet serve à la communauté et non pas simplement à la communauté restreinte d'une famille des héritiers. Bon, bah écoutez, peut-être ça peut être le mot de la fin, sauf si vous avez encore... Oui. Je t'en prie. Mais on va faire une petite page de publicité aussi, parce qu'on va sortir un livre après. Alors quand même, Allons-y. normalement, je pensais que tu allais faire tout ça très bien, en disant que c'est génial. Bah, tu le ferais beaucoup mieux que moi, c'est pour ça que je te tends la perche, bien sûr. Alors c'est vraiment un livre très 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 bien. Alors je vous le recommande, il va sortir dans à peu près 2 mois. Bon, vous lâchez, vous pouvez vous le faire offrir aussi. Alors le titre n'est pas en latin. Le titre, c'est quoi le titre ? Le titre, c'est un très beau titre, c'est presque un vers d'un poème. C'est « La propriété, son sujet et sa chose ». Voilà. Il faut savoir que la chose, dans le droit civil, on est propriétaire d'une chose. C'est le vocabulaire, donc c'est pas un vocabulaire un peu comme ça commun. C'est un des rares cas où le droit essaye d'utiliser du vocabulaire de tous les jours. Alors on le reprend, le sujet et sa chose. Voilà. Et alors là, vous avez un panorama, vous avez toute l'histoire de la propriété depuis la Mésopotamie jusqu'à aujourd'hui, et puis toutes les grandes thématiques qui sont traitées. Alors voilà, c'est très riche. Là, combien de pages à peu près ? Oh, il y aura suffisamment pour que ça puisse se déguster en petits morceaux. 500 ou 600, 5 ou 600, mais chaque chapitre est autonome. Vous pouvez prendre n'importe où et finir le chapitre, et ça marche très bien, c'est conçu comme ça. Voilà, parce qu'on était conscient qu'il y avait beaucoup de choses à dire, mais que lire tout d'un coup, c'est parfois long, on n'a pas toujours le temps. Voilà. Donc je vous le recommande, parce que vraiment c'est bien. Bon, merci beaucoup, messieurs. Merci à vous.